Nous sommes actuellement dans la semaine de prévention du suicide, la semaine 2024. Avec nous pour en parler, la directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide au Richelieu-Rouville, Myriam Lafont. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Évidemment, il y a quelques activités cette semaine, on y reviendra, mais tout d'abord, quel est le portrait de la situation du suicide en général au Québec, au Canada, dans le monde, en ce début d'année 2024? Les chiffres sont encore préliminaires, mais on parle d'une légère hausse là, pour 2022, mais c'est vraiment préliminaire, mais une légère hausse, oui, comparativement à 2021. Il y a beaucoup plus de détresse, là. On le sent dans nos services aussi. Les demandes d'aide affluent. Cause à effet avec la pandémie, post-pandémie? Est-ce que la COVID a un certain rôle à jouer peut-être dans la détresse accrue que vous constatez? Bien, il y a une détresse accrue. Est-ce que c'est causé par la COVID? Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui amènent la détresse chez les gens. Donc, la COVID en fait partie, mais il n'y a pas seulement la COVID. Sentez-vous donc une augmentation, entre autres, du nombre d'appels, du nombre de services que vous accordez aux gens qui vous contactent? Oui, on a une hausse. Là, nous, actuellement, on a une hausse de 3 000 interventions de plus comparativement à la même période l'année passée. En pourcentage, ça veut dire combien à peu près, ça? Parce qu'au total, vous en avez combien, normalement, des interventions? Au total, on tourne autour de 28 000 interventions par année. Donc là, on est déjà rendu à 26 000 interventions, puis on n'a pas terminé l'année. Il nous reste encore là, jusqu'au mois de mars, 31 mars. Votre année fiscale. Oui, c'est ça? et voilà. Donc, cette année, à peu près 3 000 de plus, oui. Alors qu'en temps normal, vous en avez 28. Oui. Puis ça, cette hausse-là, vous la voyez, dans les dernières années, on ne la voyait pas tant, mais là, on la voit plus. Bien, on a vu une hausse là, au début de la pandémie, là, mais je vous dirais que c'était beaucoup de l'anxiété, c'était beaucoup... Là, la détresse, elle est plus profonde, plus marquée. Ah oui. Les gens ont vraiment besoin là, de support. Puis on est là, puis je vous dirais qu'on a une équipe complète qui fait en sorte qu'on est capable de répondre à la demande. On est capable d'être là pour les gens puis d'offrir le service. Vous êtes combien d'employés? On tourne autour de 35 à 38 employés actuellement, là. Oui. Bon. Vous dites une détresse plus profonde. Elle se définit de quelle façon? Quels sont les genres de détresse qui vous sont exposés? Je ne pourrais pas vous dire quel genre de détresse parce que c'est vraiment intrinsèque à chaque personne. Chaque personne vit différentes situations qui les amènent à plus voir de solutions, plus d'options, à plus voir leur force, leur capacité aussi et leur capacité à faire face à la situation. Donc, nous, on doit les accompagner pour qu'ils puissent reprendre ce contrôle-là sur leur vie. Donc, je vous dirais que leur état, quand ils nous arrivent, est beaucoup plus profonde dans le sens que leur capacité de contrôle est moindre. Donc, c'est vraiment un besoin multiniveau. On parle plus loin. Aussi. Parce qu'en réalité, puis je résume, bon, on pourrait dire perte d'emploi, problèmes financiers, séparation, bon, les classiques. Mais en même temps, comme vous dites, peut-être qu'à un certain moment, les gens étaient peut-être moins loin dans leur détresse. Oui. Là, ils doivent sortir d'un peu plus loin. C'est ce que je comprends. Oui, là. Puis de plusieurs facteurs. Avant, ça pouvait être une rupture, mais il y avait toujours l'emploi, il y avait toujours... Là, c'est des problèmes financiers, plus une rupture, plus... Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui s'ajoutent. C'est pas seulement... Puis il y a beaucoup d'isolement aussi. Bon. On le sait, les statistiques au Québec, et à mon avis, il faut le dire, on parle toujours entre 3 et 4 suicides par jour au Québec. C'est toujours à peu près la moyenne. Donc, quand même, pensez-y, là. Puis vous avez probablement dans vos entourages respectifs quelqu'un que vous connaissez qui, malheureusement, s'est déjà enlevé la vie ou qui a eu des idées suicidaires ou qui est en état de crise. Parce qu'en fait, quand les gens vous appellent, oui, ils peuvent avoir des idées suicidaires, mais ils peuvent être tout simplement juste en crise tout court aussi. Là. Oui, effectivement. C'est pas un prérequis quand on vous appelle. Là. Non, puis on est content quand les gens nous appellent en crise sans nécessairement avoir d'idées suicidaires parce qu'il ne faut pas attendre d'en avoir pour nous appeler. Au contraire, c'est plus facile à ce moment-là pour nous d'accompagner les gens quand ils n'ont pas des idées suicidaires, quand c'est la crise. Comment on désamorce? Comment vos employés, vos intervenants agissent-ils quand les personnes appellent une première, une deuxième, une troisième fois? Écoutez, je suis en crise. Bon, j'ai peut-être pas des idées suicidaires aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça se peut que oui, et ainsi de suite. Bref,
il y a tout le temps une escalade dans ce genre de crise. Bref, quel est le schéma d'orientation, disons, des interventions? Dans le fond, tout se passe dans l'accueil qu'on a avec les gens au téléphone. Souvent, les gens, quand ils sont en crise, ils ne savent pas quoi nous dire. Ils ne savent même pas quelles émotions ils vivent parce qu'ils sont dans un tourbillon qu'ils ne comprennent pas. Puis nous, juste en les questionnant, juste en s'intéressant à ce qui se passe, à ce qu'ils sont en train de vivre, à peut-être des fois les aider à mettre des mots sur la situation, puis à les recevoir, valider qu'ils ont raison de se sentir comme ça. Il y a des gens c'est normal qu'ils soient en crise avec tout ce qu'ils peuvent vivre comme situation difficile. Donc, on va les accompagner en leur permettant de vivre cette crise-là et en les accompagnant pour pas qu'ils soient seuls. Parce que l'objectif, c'est de briser cet isolement-là puis de traverser la crise avec eux. On n'a pas de baguette magique. La crise, on ne peut pas l'enlever comme ça, mais on peut faire en sorte qu'elle soit un peu moins pire. Bon, la détresse touche tout le monde, les aînés, les adultes, les ados, les enfants même. On le voit aussi aujourd'hui. Comment on compose parfois avec ces nouvelles clientèles qui aboutissent chez vous? Je vous dirais que ça fait des années qu'on accompagne les enfants aussi là, qui ont des idéations suicidaires. On accompagne les parents. Notre objectif, nous, c'est tout le monde arrive et est unique dans la crise qu'il vit. Donc, peu importe le type de personnalité ou le type de personne, on s'ajuste, on s'adapte, puis on veut accompagner. C'est notre façon de faire, c'est vraiment d'accueillir la personne dans ce qu'elle est, peu importe. Puis peu importe la situation, puis de vraiment être là pour elle, puis de lui permettre d'avoir un espace. Donc, un jeune pourrait potentiellement vous appeler directement? Oui. Au même titre qu'un parent qui s'inquiète pour son enfant de 8, 10, 12 ans, puis 14 ans, peu importe, qui dit, écoutez, là, ça va vraiment pas avec mon enfant, il vous appelle, vous allez pouvoir l'écouter ou l'aider ou l'orienter. Ou l'accueillir dans nos locaux aussi, pour lui offrir. On offre des services aussi en face-à-face à ces gens-là, familial ou individuel. Bon, ça, c'est important de le dire parce que oui, il y a le fameux service d'appel 24/7 avec la ligne où on peut retrouver les renseignements aussi sur votre site Internet. Mais au-delà de ça, il reste quand même qu'il y a d'autres services que le service d'appel. Oui. Oui, il y a les suivis en face-à-face. Il y a le service d'hébergement de crise qui est pour adultes, c'est sûr, mais des fois, de sortir de la maison puis juste prendre un pas de recul, un 24 heures peut permettre là, de faire une grosse différence pour reprendre le contrôle sur la situation avec les intervenants qui sont là disponibles. Bon, cette semaine de sensibilisation permet annuellement d'aller chercher un peu de visibilité, de rappeler aux gens que vous existez, parce que même si le centre existe depuis plusieurs décennies, on dirait que tant qu'on n'est pas confronté à ça, on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop c'est où. Puis c'est important de dire coucou, on existe et on est là pour vous. Donc, quelles sont les activités que vous faites là en cours de semaine? En cours de semaine, bien, les 3 bibliothèques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont une table thématique sur la prévention. Donc, vraiment, offrent des livres qui font du bien au cœur, qui permettent aux gens là, d'aller chercher peut-être des outils, mais aussi de se faire du bien. Donc, les bibliothèques ont embarqué avec nous dans ça. Et il y a le Resto-Don aussi. Il y a différents restaurants. Là, tout est indiqué sur notre site Internet ou encore Facebook. Donc, il y a différents restaurants qui offrent des repas pour la cause, puis les gens repartent avec une épingle là, c'est important pour nous. Donc, vraiment, ils peuvent nous supporter à travers le Resto-Don. Puis, on a notre événement tatou qui est vendredi prochain, vraiment le point-virgule, qui est vraiment significatif. Au lieu de mettre un point final à sa vie, bien, fait une pause, prend un point-virgule pour vraiment prendre un temps d'arrêt puis repartir. Quand on dit que c'est un événement tatou, qu'est-ce qu'on fait au juste? Dans le fond, c'est les gens reçoivent un tatou avec, c'est sûr qu'il y a une somme à payer, mais se font tatouer le point-virgule. Donc, vraiment, c'est la deuxième fois qu'on fait cet événement-là et les endeuillés par suicide apprécient beaucoup parce que c'est vraiment très symbolique. Là. C'est un symbole qui est quand même fort, le point-virgule, effectivement, en prévention suicide. Revenons au restaurant, peut-être en les nommant justement, là, qui donnent $1 par plat sélectionné à la cause, donc le Boston Pizza de Saint-Jean, le Bistrot Viva Pasta, Mandarine et Ciboulette, le restaurant La Bollerie, Samillo, Sushi Saint-Jean, le restaurant Casa Grec ainsi que le Dorchester, Cuisine et Complicité. Donc, bref, tous ces restaurants vous supportent cette semaine. Donc là, il y a les bibliothèques, il y a les restaurants, il y a l'événement signature également que vous tenez ce vendredi.
Ces événements-là, puis vous les faites à chaque année, là, vous faites différentes activités. C'est quoi les réels impacts de ce contact direct avec la population? Nous, on veut faire vraiment de la prévention. On veut sensibiliser les gens qu'on existe, qu'on est là, même si vous allez bien, bien, de toujours rester attentif autour de vous. C'est peut-être pas pour vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin. Ouais. Donc, vraiment, de nous faire connaître. C'est ça notre objectif. C'est vraiment qu'on parle de nous. Peu importe, un restaurant, c'est festif. Habituellement, c'est pour se faire du bien, mais qu'on parle de nous. En terminant, parlons de vos propres enjeux, parce que, bon, plus quasiment 35 employés, une hausse, là, visiblement, des appels ou des demandes. Il y a souvent des enjeux de financement qui sont liés à ça, d'organisation. Bref, c'est quoi vos enjeux opérationnels en tant que centre en ce moment? Je vous dirais que on n'a pas tant. C'est sûr qu'opérer un 24/7, c'est quelque chose. Donc, c'est sûr que on a des employés vraiment en or, là. On n'a pas trop de misère à combler nos nuits, nos fins de semaine, mais on essaie vraiment d'en prendre soin. Mais c'est difficile à ce niveau-là parce que tout le monde veut une qualité de vie. Puis c'est pas toujours évident d'avoir une qualité de vie quand tu travailles de nuit ou que tu travailles la fin de semaine. Mais je vous dirais que c'est les enjeux. Votre principal enjeu, c'est la gestion des horaires, c'est ça, exactement. Pour combler les quarts de travail moins... moins tentants. Moins tentants, je peux comprendre. Effectivement. Et en même temps, je vous dirais que tout le monde met l'épaule à la roue. Donc, ça va bien quand même. Mais je vous dirais que c'est un enjeu qui est là. Puis nous faire connaître, vraiment. Là. Côté financement, ça va, ça? Ça va bien. Oui, je vous dirais qu'on est, on a une saine gestion. Puis on est soutenu par nos bailleurs de fonds. Donc, on est... je ne peux pas être... Non, mais tant mieux, parce que souvent, 90 des organismes qu'on reçoit ici en entrevue, il y a souvent des enjeux de financement. Oui. Tant mieux si, de votre côté, ça va bien. Ça va bien, oui. Je ne peux pas... c'est ça. Ça va bien. Bien, un gros merci à vous. Donc, on vous rappelle évidemment l'existence du Centre de crise et de prévention du suicide au Richelieu-Rouville, la ligne 24/7, le site Internet pour avoir tous les détails. Bref, n'attendez pas d'être trop abîmé là, dans une crise pour les contacter. Prendre ça dès le début, des fois, ça peut aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.